Voilà, je suis né à Clermont-Ferrand le 1er janvier 1927. Mon père était à l'époque dentiste de la clinique des usines Michelin, mais nous ne sommes pas restés très longtemps dans cette ville puisqu'il s'est installé peu de temps après à Mont-Soleil-Mines où il a ouvert et créé un nouveau cabinet dentaire. Je passerai rapidement sur mon enfance, protégé par ma mère qui ne voulait pas qu'on aille à l'école populaire de Mont-Soleil-Mines. Nous avons été élevés, mes sœurs et moi, par une institutrice privée dans notre maison qui était au-dessus de Mont-Soleil-Mines, dans un quartier assez résidentiel qui s'appelait Bellevue. Et c'est pour cela que je me suis retrouvé dès l'âge de 9 ans, en 6e, à apprendre le latin avec des professeurs privés et avec d'ailleurs le cours Atmer. Et c'est ensuite que je suis rentré d'emblée à peine 10 ans dans une école secondaire à Chalon-sur-Saône qui s'appelait La Colombière, où je me suis trouvé brusquement pensionnaire. Et le choc a été très rude parce que je n'avais aucune habitude du milieu scolaire avec des camarades. Et ces premières années ont été très difficiles. Après la défaite de 40, je me suis retrouvé dans la zone occupée. Et donc j'ai été dans une autre école qui était à Dijon, qui s'appelait l'école Saint-François, où j'ai poursuivi ces études secondaires durant toute l'occupation pour passer le baccalauréat, la deuxième partie, en 1944, baccalauréat d'autant plus facile que les épreuves étaient rapides et avaient été simplifiées. Puis je suis rentré au PCB à Dijon, et ensuite j'y ai fait mes 2 premières années. Comme on ne pouvait pas poursuivre ses études de médecine à Dijon après la deuxième année, puisque ça n'était qu'une école préparatoire, j'avais le choix entre Paris et Lyon. Je voulais aller à Paris, mais mes parents, qui entre-temps étaient partis à Cannes, ont tenu à ce que je continue à Lyon. C'est pour ça que je me suis retrouvé étudiant en médecine à Lyon en 3e année et que j'ai fait la connaissance d'un certain nombre de personnalités de qualité, en particulier Frantz Fanon, qui était lui aussi en 3e année et qui m'a, je dirais, un peu décolonisé. C'est lui qui m'a appris ce qu'était l'empire colonial de la France, pour lequel jusque-là j'avais plutôt moins un certain respect. Donc on peut dire que la leçon politique de Frantz Fanon m'a rendu un grand service et m'a amené d'ailleurs à avoir des positions à ce moment-là très proches du Parti communiste et à m'occuper en particulier du ciné-club universitaire de la ville de Lyon, où je passais beaucoup de films soviétiques et où je défendais d'une manière un peu exagérée à mon avis la cinématographie soviétique. Ce qui m'a amené après l'externat à présenter l'internat de Lyon, mais comme la médecine m'intéressait peu, je présentais en même temps le concours de l'Institut des hautes études cinématographiques, autrement dit l'IDEC. C'était en 1951, j'étais admissible aux 2, mais collé à l'oral aux 2. J'ai donc eu un moment d'hésitation et j'ai failli partir à ce moment-là avec un de mes anciens camarades de Dijon qui s'appelait Roger Guillemin, qui avait quitté la France pour aller travailler chez Ancelier à Montréal et qui me proposait d'y poursuivre un travail avec lui et d'obtenir une bourse. Je n'ai pas réalisé à ce moment-là que j'aurais pu continuer avec lui, arriver sur le prix Nobel qu'il a eu quelques années plus tard, comme vous le savez. Finalement, j'ai hésité, j'ai passé très facilement un internat régional qui était celui de Nice et je me suis retrouvé après le service militaire où j'ai vu les dégâts que commettait la guerre d'Indochine à cette époque, où je me suis retrouvé interne à Nice dans le service du docteur Cossa, qui était un personnage plus neuropsychiatre que psychiatre, intéressant, qui écrivait beaucoup et qui avait été un des derniers élèves de Babinski et qui était resté un grand ami de Clovis Vincent. C'est avec lui donc que j'ai commencé cette neuropsychiatrie plus que psychiatrique, en faisant un travail important parce qu'il y avait beaucoup de passages, mais qui au bout de 2 ans m'a paru insuffisant. C'est pour cela que j'ai souhaité que j'ai pu aller à l'hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence, où j'ai été l'interne en particulier de Régis. C'était le fils du grand professeur Régis de Bordeaux. Sans doute s'intéressait-il plus à sa Bugatti magnifique qui occupait la plupart du temps du garagiste de l'hôpital Montperrin, et il s'intéressait aussi à ses vignobles, nous apprenant que que les bons vins ne rendaient jamais alcooliques, que c'était seulement les mauvais vins qui rendaient alcooliques. Quoi qu'il en soit, de l'enseignement de son père, il en restait quand même quelque chose, et je peux dire que pour la sémiologie psychiatrique, Régis fils m'a beaucoup appris. J'ai passé alors à ce moment-là le médical des hôpitaux psychiatriques. On a eu la chance de le préparer
avec Dongier. Maurice Dongier était à l'époque assistant du professeur Gastaud à Marseille, où j'allais régulièrement suivre des cours. Et Maurice Dongier m'a beaucoup aidé à préparer ce médicat et le diplôme de neuropsychiatrie. Et je lui dois beaucoup. Vous savez que Maurice Dongier, ensuite, qui a été un petit peu éliminé du fait du professeur Roger qui voulait garder la place à son fils, il a dû partir d'abord à Liège comme professeur et ensuite à Montréal, à l'université McGill, où il a fait une carrière extrêmement brillante, comme tout le monde le sait. Mais je lui dois beaucoup et c'était pour moi un des maîtres sans doute les plus importants que j'ai pu avoir pendant mon apprentissage. Je me suis retrouvé alors médecin-chef et j'ai cherché à avoir un poste dans la région de Nice, puisque je m'y étais un peu installé. Et j'ai pu rentrer à l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie, hôpital psychiatrique privé, tenu par une congrégation, les sœurs, je crois, de l'Immaculée Conception, sœurs qui étaient obligées de prendre des médecins des hôpitaux psychiatriques, mais qui avaient le choix de ce médecin. J'ai eu la chance d'être pris par elle et donc de rester à Nice comme chef de service à l'hôpital Sainte-Marie, qui était derrière l'hôpital Pasteur, au fond de la vallée assez sombre du Paillon, dans le lieu qui était d'ailleurs réservé aux interdits de séjour. Et tout de suite après, il y avait d'ailleurs commencé l'Ariane, ce fameux quartier qui était déjà prédisposé à devenir ce qu'il est devenu plus tard. On y avait installé une usine d'incinération des ordures et on y avait installé déjà quelques bâtiments pour loger les plus pauvres. Une fois chef de service dans cet hôpital, je me suis rendu compte que j'avais tout appris, sauf le plus important, c'est-à-dire la psychothérapie. J'ai cherché alors à faire une formation en psychothérapie. J'étais effectivement intéressé, et c'était d'ailleurs peut-être une des seules possibilités à l'époque, par la psychanalyse. Et je me suis cherché effectivement un psychanalyste didacticien dans le sud-est. À l'époque, c'était le désert. Il y avait quelques jeunes psychanalystes qui venaient de s'installer, comme Pujol à Marseille, mais les seuls psychanalystes importants qui existaient là-bas, c'était d'une part Angelo Hénard, l'auteur de l'univers morbide de la faute, à Toulon, et venant d'arriver du Maroc, René Laforgue qui s'était installé à Plan-de-Grâce. J'ai pensé qu'il était plus simple pour moi d'aller chez René Laforgue, malgré une réputation un petit peu de soufre qui le suivait, un peu sulfureuse, et j'ai commencé en 1956 une analyse qui a duré jusqu'en 1961 avec René Laforgue. Analyse qui m'a, il faut le dire, beaucoup aidé, qui m'a fait découvrir un traumatisme de l'enfance qui avait expliqué très longuement mon inadaptation scolaire, je dirais mon agressivité vis-à-vis de tous les professeurs ecclésiastiques que j'avais eus dans les deux écoles secondaires successives, qui m'a beaucoup aidé en plus à me sortir de ces complexes provinciaux et d'essayer de revenir sur Paris, ce que j'ai pu effectivement réaliser en 1962, peu après la mort de René Laforgue. Étant médecin-chef de province, je ne pouvais pas rentrer, bien entendu, dans la Seine comme médecin des hôpitaux psychiatriques de la Seine, je ne l'étais pas, mais je pouvais y rentrer comme assistant. Et j'ai postulé à ce moment-là, posé ma candidature pour un poste d'assistant que j'ai obtenu à l'hôpital de Maison-Blanche dans le service de Madame Joyeux-Quercy. Par ailleurs, comme j'avais poursuivi des études de philosophie et que j'avais présenté un mémoire pour le diplôme d'études supérieures de philosophie présidé par Daniel Lagache, le grand professeur de la Sorbonne, j'ai pu rentrer dans son département de psychologie pathologique, d'abord comme chargé d'heures et ensuite comme assistant. J'ai donc cumulé ces deux fonctions un certain temps, et c'est en 1965 que j'ai pu réussir le médicat des hôpitaux psychiatriques de la Seine et donc devenir à ce moment-là médecin-chef des hôpitaux psychiatriques de la Seine, et je suis resté quelques années à Maison-Blanche où un nouveau service avait été créé que j'ai pu obtenir. Après Maison-Blanche, où j'ai appris beaucoup et où je dois beaucoup à Étienne Tria, qui était mon voisin et qui était peut-être encore un de mes maîtres, même si nous étions théoriquement à égalité, il était quand même bien supérieur à moi, et j'ai appris beaucoup avec Étienne Tria. Puis, j'ai voulu me retourner vers la psychiatrie infantile, et j'ai été alors nommé à l'hôpital Esquirol, dans un service que tenait jusque-là mon éminent collègue Georges Thierry Laura, un service de psychiatrie infantile, où je suis resté jusqu'aux années 82, où j'ai pu être nommé
médecin-chef de service à l'hôpital Sainte-Anne, succédant à Sven Follin, qui était un célèbre et éminent psychiatre, et en plus un grand expert auprès de la justice. J'ai terminé ma carrière en 1995, c'est-à-dire à l'âge de 69 ans, et je suis devenu médecin honoraire de cet hôpital Sainte-Anne, comme on le sait, assez prestigieux. Voilà pour ce qui est rapidement de ma carrière médico-hospitalière. Côté Sorbonne, après avoir été assistant puis maître assistant de Lagache, puis ensuite d'Henri Faure qui lui avait succédé, je suis devenu chargé de cours, puis inscrit sur les aptitudes à l'enseignement supérieur. Mais lorsque j'allais être nommé professeur, à ce qui était devenu d'ailleurs pour moi Paris 7, à l'UR de sciences humaines cliniques, je n'ai pas pu continuer à cumuler les deux fonctions de chef de service et de professeur ascensier, et j'ai préféré rester dans les hôpitaux psychiatriques car le côté universitaire me paraissait un peu stérile, me paraissait moins intéressant, me paraissait surtout de plus en plus séparé du concret. Il y avait un certain nombre de gens très brillants, agrégés en particulier de philosophie, qui faisaient des cours brillants, mais qui n'étaient plus du tout dans la clinique, alors que nous avions au début, comme nous étions partis avec Paris 7, les gens de la Sorbonne, nous pensions effectivement former des psychologues cliniciens avec effectivement des stages et une expérience clinique très importante que ces agrégés de philosophie ne pouvaient pas leur donner. Je suis donc parti et je suis resté médecin des hôpitaux psychiatriques, tout en continuant pendant des années un séminaire de 3e cycle pour quelques thésards, dont les derniers ont été Claire Sinodinou, qui est actuellement professeur de psychologie à Athènes, et David Allen, qui lui est maître de conférence à l'université de Rennes. Voilà très résumé ma carrière sur le plan hospitalier d'une part et universitaire de l'autre. J'en arrive maintenant à ce qui a été mon intérêt majeur en psychiatrie, c'est-à-dire l'histoire de la psychiatrie. On peut dire que ça a commencé dès 1952, quand je suis arrivé chez Cossa. Paul Cossa était secrétaire du congrès des aliénistes et neurologistes de langue française, et à ce titre, il m'avait demandé de participer à la correction des épreuves de ce fameux congrès de 1952, qui a vu apparaître les premières observations de traitement des psychotiques par l'argactyle. Communication, comme vous le savez, de Delay et de Necker, qui reprenait en partie les communications qu'il venait de faire à la Société médico-psychologique avec l'interne Arles, qui avait observé la trentaine de malades qui servaient en quelque sorte de matériel clinique à ces observations, et que d'ailleurs déjà ils avaient supprimé de leur communication du congrès de 1952. Mais dans ce congrès, j'ai découvert des choses assez extraordinaires et assez cruelles qui m'ont tout à fait étonné, et je dirais qui m'ont paru à la limite des actions criminelles. Je parle en particulier d'un certain professeur Fiamberti de Varese, italien, qui nous avait exposé dans un film la leucotomie transorbitaire qu'il pratiquait dans des conditions épouvantables. J'ai été assez choqué par ces communications filmées qu'il nous procurait, et d'autant plus que lorsqu'il disait qu'il avait eu des décès, il en avait quelques-uns, il y en avait en particulier d'une femme de 86 ans. On ne pouvait pas qu'être étonné, choqué de voir quelqu'un de 86 ans opéré d'une leucotomie aussi brutale que celle qu'il pratiquait. Il y avait aussi des observations d'une équipe de l'hôpital Necker sur des enfants dits arriérés de moins d'1 an, à qui il faisait provoquait des anévrismes jugulo-carotidiens, en prétendant que ça allait améliorer leur arriération. Là aussi, il y avait des décès d'ailleurs assez nombreux, et j'étais stupéfié de voir ceci. Il y avait également une autre communication par également des gens de Necker, où il s'agissait de leucotomie pratiquée sur des adultes, mais aussi sur 19 enfants. 19 enfants qui avaient subi des leucotomies, dont 3 d'ailleurs étaient morts. J'étais absolument stupéfait de voir avec quelle négligence, en quelque sorte, quel non-respect du malade ces neurochirurgiens, ces psychiatres opéraient, en particulier tout autour de ce qui était à l'époque très à la mode, la psychochirurgie, qui venait pourtant d'être interdite à la fois en Russie soviétique et également dans l'État de Californie, aux États-Unis. Ceci m'a un petit peu conduit à m'intéresser à ces psychiatres, justement,
qui se permettaient des opérations aussi scandaleuses et qui respectaient si peu leurs malades, alors qu'ils étaient ensuite loués par leurs collègues, applaudis d'ailleurs. Il n'y avait aucune, dans les discussions qui apparaissaient après ces communications que je vous citais, il n'y avait absolument aucune critique. Il y avait tout au plus des félicitations et des applaudissements. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Pourquoi tous ces neuropsychiatres, puisqu'il s'agissait plus de neuropsychiatrie que de psychiatrie, la plupart des chaires d'enseignement étant d'ailleurs des chaires de neuropsychiatrie tenues généralement par des neurologues issus des internats d'hôpitaux universitaires. Et donc je m'étonnais de voir que tous ces gens étaient ensuite loués et qu'après leur mort, ils apparaissaient dans des biographies toujours laudatives à leur égard. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'étonnant là. Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas d'une manière un peu plus critique cette histoire de la psychiatrie? Et il se trouve qu'en 61, avant que je quitte Nice, j'ai été absolument ému et très touché, et provoqué, je dirais, par l'ouvrage justement qui venait de sortir de Michel Foucault, qui est ici, vous voyez la première édition, qui est sortie en mai 61, et que j'ai lu pendant les vacances 61, ouvrage qui m'a vraiment intéressé, ouvrage, je dis, qui m'a permis de sortir de mon respect pour l'histoire officielle de la psychiatrie et qui m'a fait comprendre qu'on pouvait effectivement aller beaucoup plus loin dans cette histoire et la reprendre d'une manière très critique. Ceci dit, j'ai été étonné de voir que Foucault lui-même faisait quelques petites erreurs sur le plan de la bibliographie. En particulier, il citait sans arrêt le traité médico-philosophique de Pinel. En fait, il traitait l'édition de 1809, tout en nous faisant croire que c'était la première édition de 1800, enfin d'ailleurs, il mettait même 1801 au début. Et j'ai été étonné de voir que les phrases, en particulier l'introduction qu'il citait de cette première édition, ne correspondaient pas à la réelle première édition que j'avais eu la chance de trouver chez un bouquiniste de Nice quelques années avant. Et c'est à partir de là que je vais commencer à m'intéresser de très près justement à ces trucages qu'avait commis Pinel lui-même, puisqu'il avait reproduit dans sa deuxième édition une introduction de la première édition, mais qui avait été totalement modifiée par lui-même. Je me suis demandé si Pinel lui-même n'avait pas participé à ce mythe de la libération des aliénés à Bicêtre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai poursuivi un travail d'abord sur les deux introductions différentes et qu'en les comparant. Ça a d'ailleurs été l'objet d'une thèse d'un de mes internes, Pierre Privat, et ensuite en reprenant, alors d'une manière très approfondie, ce mythe de Philippe Pinel, en particulier avec une de mes anciennes internes, Gladys Fenn, qui s'intéressait beaucoup au sujet et qui a pu d'ailleurs dans sa thèse que j'ai éditée dans ma collection Radamante, y annexer quelque chose d'important qui s'appelait Les chaînes qu'on enlève, où elle reprend ce mythe de Pinel délivrant les malades à Bicêtre. C'était un mythe tout à fait complet que j'ai repris moi très en détail en reprenant tous les témoignages de l'époque. Et c'est à partir de ce mythe de la libération des aliénés que j'ai poursuivi un travail d'histoire de la psychiatrie de plus en plus critique. J'avais été aidé, d'ailleurs par une chance inouïe, j'avais été aidé par la famille Semlaigne elle-même, celle qui descendait du fameux René Semlaigne, arrière-petite-neveu de Pinel, qui avait écrit ce livre très louangeur pour le pionnier de la psychiatrie et sur Philippe Pinel lui-même. Et j'ai pu, m'approchant de cette famille par des relations familiales, retrouver d'abord Robert Semlaigne, le fils aîné de René Semlaigne, puis ensuite René Semlaigne, la dernière fille de René Semlaigne, retrouver un certain nombre d'inédits de Pinel que j'ai appelé dans mon premier livre Jeunesse de la psychiatrie, le fonds Semlaigne. Et c'est à partir de ce travail sur des inédits que j'ai pu poursuivre et confirmer justement à la fois ce mythe de Pinel et reprendre effectivement tous les premiers écrits psychiatriques de Pinel qui ont été l'objet d'une première publication au Sycomore en 1982, puis ensuite repris en 2002 dans les éditions des Empêcheurs de penser en rond, dirigées, comme vous le savez, par Philippe Pignard. Entre-temps, je poursuivais effectivement avec un historien important qui s'appelait Claude Quetel, un travail en commun, à la fois séminaire au dispensaire de Charenton, puis ensuite dans mon service à l'hôpital Sainte-Anne.
Et c'est avec lui que nous avons pu effectivement diriger cette nouvelle histoire de la psychiatrie avec un grand nombre de collaborateurs qui a fait un peu le point à l'époque sur ce que pouvait être une histoire critique de la psychiatrie, qui en plus s'est complétée par beaucoup d'histoires de pays différents avec des historiens locaux de la psychiatrie de leur pays, et qui s'était aussi accompagné d'ailleurs d'un lexique important et surtout d'un dictionnaire des psychiatres rédigé presque entièrement par Pierre Morel, grand érudit et professeur de psychiatrie à l'université de Caen. Voilà, cette nouvelle histoire a eu beaucoup de succès, a été reprise ensuite par les éditions Duno, puisqu'elle avait d'abord été publiée par les éditions Privat. Elle a été ensuite poursuivie, elle a été éditée, rééditée, elle l'est encore actuellement. Sans doute était-elle loin d'être complète, sans doute était-elle à reprendre et faudrait-il maintenant la réactualiser, mais à cette époque, elle a rendu, je crois, de grands services et elle a été en tout cas très lue, très utilisée par beaucoup d'historiens de la psychiatrie, que ce soit des historiens psychiatres ou psychologues cliniciens, ou que ce soit des historiens proprement dit, c'était des historiens spécifiques. À ce propos, il me semble qu'on peut dire que l'histoire de la psychiatrie devrait être faite à la fois par des historiens de métier, mais aussi par des psychiatres qui accepteraient de suivre les méthodologies des historiens. Et c'est pour ça que mon travail avec Claude Quetel, qui lui était historien et était un élève de Pierre Chaunu, me paraissait une très bonne chose, car ainsi à deux, on pouvait faire une histoire de la psychiatrie qui ne risque pas de tomber soit dans des préjugés professionnels psychiatriques, soit uniquement historiques, sans connaître du dedans ce que pouvait être la spécialité de la psychiatrie. Donc je pense qu'il est nécessaire que des équipes pluridisciplinaires, à la fois historiens de métier et psychiatres, ayant accepté évidemment les méthodologies historiques, ayant fait eux-mêmes des études de sciences humaines, comme j'ai pu le faire en philosophie, il me semble que c'est nécessaire pour aborder d'une manière correcte et surtout positive l'histoire de la psychiatrie, et surtout une histoire critique, mais qui ne tombe pas non plus, comme on a eu tendance à le faire à un moment donné, et comme moi-même j'ai succombé à un certain moment, dans ce mouvement antipsychiatrique qu'on a connu dans les années autour de 68, qu'on est en train actuellement, vous savez, de célébrer le quarantenaire. Et on est peut-être un petit peu trop tombé à ce moment-là dans l'antipsychiatrie, derrière d'ailleurs Michel Foucault, qui apparaissait effectivement dans le mouvement français de l'antipsychiatrie. Ça a été utile, je crois, de cette critique antipsychiatrique nous a rendu service, nous a sorti en particulier de ce corporatisme psychiatrique où nous avions trop tendance à nous rester confortablement. Mais enfin, je crois que ça a été aussi une utopie qui a peut-être été trop loin. Et l'histoire de la psychiatrie ne doit pas être simplement une histoire critique antipsychiatrique, car là aussi, elle conduit très vite à des erreurs, à des mélanges de textes, à une non-objectivité. Il y a une non-objectivité de l'antipsychiatrie, je dirais de gauche, qui est aussi grave que la non-objectivité de l'histoire psychiatrique officielle, très laudative, qu'on pourrait dire très très rapidement, une historiographie de droite, très très rapidement, je le répète. Si je reprenais d'abord la question de ma formation en psychiatrie, je pourrais reprendre le problème que j'ai eu à cette époque du choix d'un endroit d'internat. Je pense que le meilleur aurait été effectivement de passer et de réussir l'internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine, mais une vieille névrose familiale m'empêchait d'aller à Paris, où justement mes parents avaient commencé leur vie, et mon père sa carrière de dentiste. Pour des raisons que je ne peux pas préciser ici, ils avaient quitté Paris, il n'était pas question pour eux qu'ils retournent ou que leurs enfants retournent à Paris. Donc Paris m'ayant été bloqué complètement, j'avais le choix effectivement soit à réussir ce que je n'ai pas fait, l'internat des hôpitaux de Lyon, soit à partir comme je l'ai fait à Nice, l'internat était facile, mais le service de neuropsychiatrie était assez intéressant avec la personnalité de Paul Cossa, secrétaire général de ce congrès des neurologistes, des aliénistes et neurologistes de langue française dont je vous parlais, soit de faire peut-être comme mon ami Frantz Fanon, parce que Frantz Fanon, justement, avait commencé son internat de psychiatrie un peu avant moi, puisqu'il avait passé assez vite, je l'ai connu en 3e année de médecine, mais il avait réussi, ayant fait la guerre, étant plus âgé que moi d'ailleurs, à passer en même temps, comme le faisaient les gens qui avaient fait la guerre, 2 années de suite. Il faisait une seule année, 2 années de médecine. Donc il s'était retrouvé plus vite que moi, ayant fini sa médecine,
Et donc interne en psychiatrie, il avait été à Saint-Hilly, à côté de Dole, un hôpital psychiatrique assez quelconque, où il a beaucoup souffert et surtout qui était très, très archaïque à l'époque. Et c'est là que je l'ai rencontré à nouveau. Moi, j'étais externe à ce moment-là dans le service universitaire du professeur Dechaume, neuropsychiatre, très intéressé d'ailleurs par la psychochirurgie, à l'hôpital de Grange-Blanche à Lyon. Et donc là, je l'ai revu, il venait de temps en temps suivre l'enseignement du maître, et surtout, il présentait sa thèse qui, au départ, devait être ce fameux livre « Peau noire, masque blanc ». Et le professeur Dechaume n'avait pas voulu de ce manuscrit, prétendant qu'il était trop partisan et que surtout il n'était pas assez médical. Effectivement, il y avait une critique très sévère de la médecine officielle et de la neuropsychiatrie, et il avait dit d'ailleurs ce livre, ce manuscrit n'aura aucun succès, n'intéressera personne. Et bien, malheureusement, je me rappelle l'avoir encore entendu dire ça. Vous savez que plus tard, Frantz Fanon le publiera sous le titre « Peau noire, masque blanc au seuil » et que ce livre a connu, je crois, plus de 20 millions d'exemplaires et a été traduit en 15 ou 20 langues différentes. Comme quoi les diagnostics des professeurs sur des manuscrits ne sont pas toujours très bons. Quoi qu'il en soit, Frantz Fanon avait dû faire rapidement une thèse sur une malade qui avait un délire paraphrénique sur un fond de maladie de Friedreich, une dégénérescence spinocérébelleuse. Et Fanon, à ce moment-là, allait quitter Dole pour partir, justement, dans un hôpital dont on commençait à parler, Saint-Alban, et dont le médecin-chef, le docteur Tosquelles, était devenu un personnage très important dans l'histoire de la psychothérapie institutionnelle et qui effectivement apprenait à ses internes une psychiatrie résolument nouvelle, révolutionnaire. Et j'ai failli, derrière Fanon, partir à Saint-Alban. Je crois que j'ai eu un peu peur d'aller comme ça vers l'inconnu, alors qu'en fait, c'est sans doute que j'aurais dû choisir, parce qu'après moi, justement, à Lyon, il était l'année qui me suivait, Gentil, c'est parti, lui, chez Tosquelles. Moi, j'ai préféré garder, pour des raisons peut-être de timidité, une voie plus officielle d'internat, sinon universitaire, du moins de grand hôpital régional. Et je regrette parfois de ne pas avoir suivi la voie qu'ont suivi justement Frantz Fanon, Houry, Gentil et beaucoup d'autres. J'ai connu plus tard Tosquelles, pas mal en particulier, beaucoup plus tard lorsque je vais en 1975 diriger un numéro de l'information psychiatrique sur Frantz Fanon, sur son œuvre psychiatrique qui avait été totalement oubliée. Ce numéro spécial de l'information psychiatrique s'appelait Frantz Fanon à 50 ans, puisqu'il était né en 1925. C'était le dernier numéro de 75. Et là, j'ai pu reprendre effectivement toute cette histoire avec une de mes internes, Madame Razana Jao, qui en a fait d'ailleurs sa thèse soutenue la même année. Voilà, j'ai hésité devant ce que j'ai cru à l'époque être une aventure et qui aurait sans doute été pour moi quelque chose d'assez intéressant. Quoi qu'il en soit, je suis resté dans la voie un peu officielle. J'ai heureusement connu Aix-en-Provence et Régis Fils. J'ai surtout connu à Marseille Maurice Dongier. Et ma foi, je ne vais pas regretter ce que j'ai pu faire par la suite, avec ensuite l'analyse avec Laforgue, qui était quand même s'il avait un peu une réputation sulfureuse, qui était quand même un grand analyste, je dirais, à l'ancienne, et qui était, comme vous le savez, très proche quand même de Freud, puisqu'il avait échangé avec lui cette grande correspondance, jusqu'à ce que Marie Bonaparte, à qui que Laforgue avait envoyé chez Freud, comme vous le savez, se fâche avec lui et finalement que Laforgue ne soit plus tellement en cours du côté de la psychanalyse, je dirais, très orthodoxe qui était en train de s'instaurer à l'époque avec la Société internationale de la psychanalyse. Voilà, c'est pas la peine d'avoir des regrets, mais c'était peut-être quand même dommage. Quoi qu'il en soit, cette analyse m'a beaucoup aidé sur le plan sentimentalo-affectif et même sexuel. Je dirais que cette analyse m'a sorti effectivement et m'a permis de redécouvrir un traumatisme de l'enfance qui avait été très longtemps refoulé et qui avait pu effectivement expliquer mon comportement très agressif vis-à-vis de tous les prêtres qui m'avaient enseigné dans ces 2 écoles secondaires successives et qui m'avaient conduit d'ailleurs à avoir des punitions exemplaires dans ces 2 collèges. Je n'y reviendrai pas, quoi qu'il en soit. C'est vrai qu'à partir de cette analyse, j'ai pu effectivement
revenir enfin à Paris, d'où ma névrose familiale m'avait empêché d'arriver. Voilà ce que je peux dire de mon histoire rapide et de mes regrets. Mais enfin, j'ai appris beaucoup. J'ai ensuite été l'élève de Daniel Lagache, en particulier au cours d'une analyse de contrôle. J'ai pu connaître ce grand scientifique, mais j'ai pu voir aussi comment Lagache s'est enfoncé peu à peu dans une psychanalyse de plus en plus positiviste et finalement s'est fâché avec Canguilhem, qui était pourtant jusque-là son grand ami au début des années 60, à propos justement de la fameuse thèse de Foucault, qui était au départ dirigée par Daniel Lagache et qui était ensuite reprise par Canguilhem. Et là, on peut dire que Lagache s'est peu à peu écarté d'un certain mouvement qui était un mouvement de psychanalyse non positiviste, représenté par un certain nombre de gens, et en particulier, bien entendu, par Jacques Lacan. Et les discussions, justement, à la Société française de psychanalyse, où j'étais rentré après mon analyse avec Laforgue, se passaient entre Lacan et Laforgue, Laforgue venait peu. Laforgue était plutôt du côté de Lacan. Mais entre Lacan et Lagache, et c'est vrai qu'on peut dire que Daniel Lagache était le grand perdant de cette histoire et a eu une fin de vie assez misérable en fonction de ça, étant devenu, je dirais, fâché définitivement avec son vieil ami Canguilhem et aussi avec ce qui avait d'abord été son collègue en psychanalyse et à l'internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine, Jacques Lacan. C'était assez douloureux, ça l'a été aussi pour moi d'ailleurs, et c'est peut-être ce qui m'a arrêté par la suite dans ma carrière, entre guillemets, universitaire. Car effectivement, je n'avais plus tellement envie d'occuper la place de Daniel Lagache, qui de toute façon n'était plus une place, puisque comme la Sorbonne avait été divisée en plusieurs Paris 5 et Paris 7 en particulier, et Paris 8, il y avait en fait plusieurs enseignements de la psychologie pathologique, et on peut dire que l'ancienne chaire de Lagache avait été au moins divisée par 4. Mais j'aurais pu occuper effectivement une de ces 4 chaires finalement, et si j'ai renoncé, c'est pour les raisons que j'indiquais plus haut, d'impossibilité de cumul avec le poste de psychiatre des hôpitaux, mais peut-être aussi parce que j'étais sorti d'une certaine identification au maître, Lagache, qui m'avait jusque-là sous-tendu dans cette carrière universitaire. Voilà, j'ai poursuivi cette histoire de la psychiatrie, effectivement, en sortant quand même de Pinel, heureusement, il fallait quand même en sortir, et en abordant un certain nombre de thèmes qui sont justement repris dans mon dernier ouvrage, qui s'appelle, comme vous le savez, Éléments pour une histoire de la psychiatrie occidentale. Oui, dans ce livre, j'ai repris un certain nombre de mes anciens articles et je montre comment je me suis intéressé à différents aspects de cette histoire de la psychiatrie, et en particulier dans la collection Rhadamante qu'avec Jacques Corraz nous avions créée aux éditions Privat au début des années 70 et dans laquelle j'ai publié un certain nombre de textes importants et un peu oubliés, comme les leçons cliniques de Kraepelin, comme présentées par Étienne Tria, certaines leçons cliniques de Charcot à la Salpêtrière, La Sec par Corraz, et un certain nombre encore de grands auteurs, et également des auteurs nouveaux comme Gladys Venn, justement avec sa thèse, le sujet de la psychiatrie, mais thèse reprise et complétée justement par ce chapitre qui s'intitulait « Les chaînes qu'on enlève », repris d'ailleurs des fameuses suites des antimémoires de Malraux, vous savez, les chaînes qu'on abat, les chaînes, les arbres. Et dans ce supplément, je dirais, publié dans la collection Rhadamante à sa thèse, il est évident qu'il y avait beaucoup d'éléments que j'avais pu lui apporter. Un discours sur la mélancolie du grand médecin du Lorentz, édité à la fin du XVIe siècle. J'ai repris aussi, à la demande de collègues, une comparaison entre les représentations de la folie au XVIIIe siècle dans la littérature anglaise et dans la littérature française, en montrant qu'à cette époque, les Français, peut-être
influencé par Descartes, considérait que la folie ne pouvait jamais être du côté de la raison, et la voyait plutôt que du côté du sentimental, alors qu'au contraire, les Anglais qui n'avaient pas ce préjugé cartésien la voyaient éventuellement au centre de la raison elle-même, comme en particulier dans les romans anglais de cette époque. Oui, j'ai repris aussi une partie de ce qui avait été d'ailleurs l'objet de plusieurs cours à Censier, sur l'histoire de la psychothérapie, en particulier dans un article qui s'appelle « De Mesmer à Freud, un chemin difficile contre la raison scientifique et le pouvoir médical ». Je montrais également dans cet article et dans plusieurs au sujet de je dirais, de ce qui a été l'avènement de la psychanalyse, sans vouloir bien entendu empiéter sur le magnifique livre d'Henri Hélène Berger, qui a été un peu aussi un de mes maîtres importants, et dont le livre « La découverte de l'inconscient » était pour moi aussi révélateur, peut-être que celui de Foucault, « L'histoire de la folie ». Et donc effectivement, là j'ai montré comment, avec Freud, pour arriver à Freud, c'était un chemin très difficile contre la raison scientifique et un certain pouvoir médical. Et je montrais également que finalement, si le traitement moral de Pinel avait échoué, parce que finalement, même s'il reconnaissait un reste de raison chez l'insensé, qui devenait donc un aliéné, la raison du plus fort, c'est-à-dire celle de l'aliéniste, du futur psychiatre, l'emportait largement sur celle de l'aliéné. Et c'est ce qui explique que le traitement moral devenait très vite un traitement terrorisant, un traitement autoritaire, un traitement administratif, comme le dira Lassaig justement. Et on peut dire que la révolution freudienne, elle m'apparaît pour moi essentielle dans la mesure où peut-être c'est enfin le dépassement de ce traitement moral de Pinel, car c'est pas seulement un reste de raison que l'on retrouve, comme l'avait dit Hegel, chez l'aliéné, mais c'est aussi un reste de folie que l'aliéniste, le psychiatre, le psychothérapeute reconnaît avoir au sein de lui-même. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est ce renversement et qui a permis enfin un vrai traitement moral représenté justement par la psychanalyse freudienne. Et c'est un moment tout à fait capital que j'ai essayé de montrer dans différents textes, en particulier d'autres sur le charlatanisme, également sur la foi qui guérit de Charcot. Charcot, finalement, à la fin de sa vie, qui a voulu toujours être un grand rationaliste et un grand organiciste sur le plan de la psychiatrie. Vous savez d'ailleurs qu'il était beaucoup plus neurologue que psychiatre et que quand il attaque le problème de l'hystérie, il le fait sous un angle organiciste ou au moins fonctionnaliste. Eh bien, Charcot, à la fin de sa vie, dans La foi qui guérit, après avoir lu le fameux ouvrage de Zola sur Lourdes, se pose des questions tout à fait éminentes sur ce qui peut aider à la guérison psychique. Vous savez qu'il est mort quelques mois après avoir écrit cet article. Voilà d'autres choses sur les leçons cliniques d'Emile Kraepelin, ce très grand psychiatre allemand qui reste finalement au fondement de nos classifications nosographiques actuelles, mais qui était lui aussi très organiciste et qui avait un point de vue très autoritaire sur la maladie mentale et sur les malades mentaux surtout, et qui croyait beaucoup à un des critères virchoviens, le seul qu'on retrouvait en psychiatrie, c'est-à-dire celui de l'évolution de la maladie, qui, vous le savez, pour Virchow, était une des caractéristiques d'une maladie donnée. Et donc l'évolution était ou périodique, et on tombait avec Kraepelin dans la psychose maniaco-dépressive, où elle était continue et on tombait dans la démence précoce. Les choses étaient très simples et en même temps satisfaisaient les cliniciens élèves de Kraepelin de l'époque. Voilà, enfin, je me suis intéressé à un problème auquel j'ai été un petit peu mêlé de près, c'est celui du rôle respectif des neuroleptiques et du travail institutionnel dans la psychiatrie des années 52 à 90. Je me suis un petit peu attaqué au problème de ces neuroleptiques. Étaient-ils vraiment responsables, comme le pensaient en particulier Denis Kerr et ses élèves, était-il responsable de la disparition progressive, enfin de la diminution du nombre des malades dans les hôpitaux psychiatriques, ou n'était-ce pas le premier ébauche d'un travail institutionnel dans ces mêmes hôpitaux qui en était responsable? Et en reprenant ces études très approfondies, très critiques sur le démarrage du 45-60 RP dans la thérapeutique psychiatrique, je me suis rendu compte que les choses étaient assez complexes. J'ai retrouvé en particulier quelque chose que j'avais connu lors de mon service militaire à l'hôpital maritime Sainte-Anne à Toulon, où j'étais médecin auxiliaire dans le service de psychiatrie, le fameux problème de ces
blessés d'Indochine qui étaient traités à l'époque avec une sirette qu'ils avaient, une petite seringue qu'ils avaient dans leur sac, était remplie d'un mélange de diparcol, dolosal et surtout 45-60 RP, le futur largactyle, qui devait les endormir et donc leur éviter des réactions fâcheuses pendant leurs blessures. C'était une idée très à la mode à l'époque. Et malheureusement, ce produit sans doute les calmait. Ils ne souffraient pas de leurs blessures, mais lorsque les brancardiers voulaient passer et les infirmiers pour les récupérer blessés, ils étaient somnolents, endormis, n'appelaient pas au secours. Et quand c'était dans des savanes, dans des forêts vietnamiennes, les brancardiers ne pouvaient pas les secourir et ils mouraient. C'est comme ça que beaucoup de nos blessés d'Indochine sont morts, justement, parce que sous l'effet de cette anesthésie provoquée par la sirette diparcol dolosal 45-60 RP, ils ne pouvaient pas appeler au secours. C'est pour ça que c'était une chose assez scandaleuse qui a été très écartée, très cachée par la grande muette qu'était l'armée à l'époque, que je connaissais et que j'ai retrouvé effectivement quand j'ai repris cette historique du largactyle assez en détail avec des témoins de l'époque. Et je terminais d'ailleurs dans cet article, qui pour moi était assez important, en montrant qu'effectivement, sans le travail institutionnel, sans le travail de secteur, sans surtout l'augmentation des effectifs en médecins et surtout en infirmiers, tels qu'on les a connus entre 60, je dirais, et 70, lorsque la sécurité sociale était, vous le savez, très à l'aise, puisque les cotisations rentraient bien, c'était la fin des 30 Glorieuses. C'est sans doute grâce à l'augmentation du personnel soignant dans les hôpitaux psychiatriques et un travail de critique institutionnelle et un travail de secteur qu'effectivement, encore plus que par le largactyle et tous ses dérivés, on a pu vider peu à peu les hôpitaux psychiatriques de tous ces malades mentaux qui autrement s'enfonçaient à la cause de l'asile sans doute en partie, mais à cause effectivement du manque de soins psychiques, s'enfonçaient dans cette chronicité qu'a si bien décrit Georges Thierry Laura. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça suffit et que je risque après d'être répétitif. Voilà, mais oui, j'ai connu un certain nombre de collègues. Ce que je voulais dire au sujet d'Oury, dont j'ai admiré beaucoup le travail institutionnel, c'est que ces cliniques, un petit peu, et elle n'est pas la seule, Jean Girard, à côté, je crois que c'était à Chat, il faisait la même chose, c'est que ces cliniques avaient beaucoup de succès dans la mesure où elles pouvaient un peu s'opposer au vieil asile. Et comme moi je représentais le vieil asile, finalement, on était toujours considérés un peu, nous, comme des minables par rapport à leur travail. Mais ils oubliaient que très souvent, eux, ils pouvaient choisir leurs malades, alors que nous étions en public, obligés de prendre tous les malades, et en particulier ceux qui étaient parfois leurs échecs, car ils en avaient. Et quand ils avaient des échecs, bien entendu, ils retrouvaient le vieil hôpital psychiatrique, qui devait les prendre, bien entendu, puisqu'il y avait c'était les obligations du secteur. Donc les relations étaient parfois un peu ambivalentes. Et dans la mesure où l'hôpital psychiatrique a peu à peu disparu, où ils se sont trouvés finalement à égalité, je dirais, avec nous, ils étaient peut-être moins à l'aise, parce que le vieil asile a beaucoup servi, je dirais, comme contrepoint à toutes ces initiatives institutionnelles qui ont été particulièrement remarquables. Voilà ce que je peux dire. Donc ça ne rendait pas toujours la chose facile.
En plus, je ne vous cache pas que j'ai bien connu Lacan, j'ai suivi son enseignement plusieurs années, mais je ne suis pas un lacanien pratiquant, je dirais. Et il y a souvent chez ces gens qui sont des lacaniens quelque chose de très sévère vis-à-vis des autres. Et j'ai toujours souhaité, moi, garder une certaine latitude et surtout une largeur de vue que certaines chapelles lacaniennes, j'en dirais autant d'ailleurs de la Société internationale de psychanalyse, que certaines chapelles psychanalytiques ont trop, un esprit un peu sectaire que je n'aime pas du tout. Et il arrive parfois que ces gens dans ces diverses cliniques, dans ces diverses institutions, aient comme ça des attitudes théoriques, analytiques, un peu sévères par rapport aux autres, et je dirais même parfois assez sectaires. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais été à 100% d'accord avec elle. C'est mon point de vue, je reconnais qu'il est un peu laxiste, qu'il est un peu relativiste, mais je ne crois pas à la vérité absolue, qu'elle vienne d'un séminaire, d'un maître ou d'un grand livre.